pour faire table rase. Mesdames et messieurs, cela montre l'essence même de la crise de confiance politique européenne. Si les acteurs politiques européens ne respectent pas les règles et les décisions qu'ils se sont fixées eux-mêmes, comment voulez-vous qu'ils convainquent autrui de leur détermination à régler cette crise ensemble? Monsieur le Président, Mesdames et messieurs, une crise de confiance est une crise politique. La bonne chose dans cette affaire, c'est que en démocratie, il n'y a pas de problèmes politiques pour lesquels on ne peut pas trouver une solution politique. Voilà pourquoi aujourd'hui je voudrais discuter avec vous les questions fondamentales politiques. Où en sommes-nous aujourd'hui? Vers quoi souhaitons-nous aller? Et je veux plutôt vous parler de vision politique qui doit inspirer nos décisions politiques de demain. Bien sûr, je ne vais pas faire une liste de décisions individuelles. J'ai envoyé une lettre au président du Parlement européen qui énonce les priorités immédiates de la Commission. Nous en discuterons avec vous avant d'adopter le programme de la Commission en automne. Le message d'aujourd'hui est en quintessence celui-ci. L'Europe a besoin d'une nouvelle direction, d'une nouvelle orientation. Et cette direction ne peut pas reposer sur des idées anciennes. L'Europe a besoin de revoir sa vision des choses. Lorsqu'on parle de crise, et nous en parlons tous les jours, avons-nous tiré toutes les conséquences pour nos actions futures? Lorsque nous parlons de mondialisation, et nous parlons tous beaucoup de mondialisation, sans gargarise même, est-ce qu'on a vu quel était l'impact sur chaque État membre de cette mondialisation? Le point de départ d'une nouvelle réflexion sur l'Europe, c'est de tirer toutes les conclusions de ces défis que nous devons relever et qui changent de manière fondamentale le monde dans lequel nous vivons. Le point de départ, c'est de cesser de répondre aux questions de l'avenir en utilisant les réponses du passé. Depuis le début de cette crise, nous avons vu à maintes reprises que ces marchés interconnectés sont beaucoup plus rapides et sont donc plus puissants que des systèmes politiques nationaux fragmentés, ce qui érode la confiance des citoyens dans la décision, et c'est en fait tout ce qui alimente le populisme et l'extrémisme en Europe et ailleurs. Le fait est que dans ce monde interconnecté, les États membres de l'Union européenne seuls ne sont plus en mesure, ne sont plus capables de régler les choses, de diriger le cap de leur pays. Mais en même temps, ces pays ne se sont pas dotés, du moins l'Union ne s'est pas dotée, notre Union ne s'est pas dotée des instruments nécessaires pour faire face à cette nouvelle réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase transitoire, nous sommes à un moment décisif et ce moment appelle des décisions et surtout un leadership. Il est vrai que la mondialisation exige davantage d'unité européenne. Davantage d'unité veut dire davantage d'intégration. Davantage d'intégration veut dire plus de démocratie. Démocratie européenne, j'entends. En Europe, ça veut dire qu'avant toute chose, nous devons accepter le fait que nous sommes tous dans le même bateau. Reconnaître également ce caractère commun de ces intérêts. Ça veut dire aussi tenir compte de cette interdépendance qui unit nos destinées. Ça veut dire aussi un véritable sens de responsabilité commune et une manifestation de solidarité. Lorsque vous êtes dans un bateau en pleine tempête, la loyauté est le minimum que l'on puisse exiger de votre équipage. C'est la seule manière de garder le rythme des changements. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons avoir l'efficacité suffisante pour être un acteur mondial. C'est la seule manière de sauvegarder nos valeurs, parce qu'il s'agit là aussi de valeurs qu'il faut préserver dans ce monde en changement. Au XXe siècle, un pays de 10, de 15 millions d'individus pouvait être un acteur mondial. Au XXIe siècle, même les pays européens les plus grands courent le risque d'être totalement des nains par rapport à des pays comme la Chine ou l'Inde. L'histoire est en train d'accélérer. Il a fallu 125 ans pour que la Grande-Bretagne double son PIB par capita. 15 ans pour les États-Unis, 50 ans pour les États-Unis et 15 ans pour la Chine. Si vous prenez de nouveaux États membres, certains d'entre eux, cette transformation économique est tout aussi impressionnante. L'Europe a tous les atouts dans son jeu pour réussir, et davantage même encore que des générations précédentes qui connaissaient le même type de défis, peut-être des défis plus importants encore. Encore faut-il agir et mobiliser l'ensemble de ces ressources. Il est temps d'être
de mettre en adéquation les ambitions et les actions, de mettre un terme à ces réactions atomisées et de bricoler. Il est temps de tirer les enseignements de l'histoire et d'écrire un nouvel avenir pour l'Europe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un accord pour l'Europe, pour projeter nos valeurs, nos libertés dans un monde nouveau, avec la nécessité de faire en sorte que les économies sociales de marché soient préservées, mais que nous les réformions par ailleurs. C'est un accord qui permettra de stabiliser la croissance économique, rétablir l'économie et stabiliser l'euro. Un code de confiance en quelque sorte entre l'ensemble de nos pays, entre les États membres, entre les institutions européennes, entre les partenaires sociaux et entre les citoyens européens. Cet accord pour l'Europe doit être décisif. Nous devons être parfaitement clairs sur l'intégrité de l'Union européenne et le caractère irréversible de l'euro. Plus les pays les pays vulnérables ne doivent en aucun cas abandonner leur volonté d'assumer leurs responsabilités. Mais les pays les plus forts, eux aussi, doivent être parfaitement clairs sur la volonté à rester ensemble, à témoigner de ce sens de la solidarité. Et nous devons parfaitement être clairs sur notre détermination à réformer ensemble. L'idée que nous puissions croître sans réforme ou que nous puissions être prospères seuls est fausse. Reconnaissons que nous sommes dans le même bateau et que nous devons donc trouver des solutions communes. Il faut que l'on réalise une union économique en profondeur fondée sur une union politique. Mais commençons par l'économie européenne. Tout d'abord, nous avons besoin de croissance avant tout, une croissance durable. La croissance, c'est en fait ce qui irrigue le modèle européen. Ça permet de créer des emplois et de préserver notre niveau de vie. Mais cette croissance n'est possible qu'à condition d'être plus compétitif. Au plan national, ça veut dire faire des réformes structurelles qui ont été reportées depuis maintenant des années. Il faut réformer l'administration publique, éviter les gaspillages, s'attaquer aux privilèges, réformer le marché, avoir davantage de souplesse, avoir la durabilité également pour nos services de protection sociale. Au niveau européen, nous devons être plus décisifs, faire tomber les barrières, qu'elles soient physiques, économiques ou numériques. Nous devons parachever le marché unique, réduire notre dépendance énergétique et trouver de nouvelles formes d'énergie. Il faut être beaucoup plus compétitif en matière de numérique, de télécommunications. Il faut promouvoir l'innovation, réduire les prix pour les consommateurs et pour les entreprises. La Commission présentera un acte marché unique numéro 2 pour que ce marché unique puisse davantage prospérer. La Commission a l'intention d'être ferme, intransigeante même, pour défendre la compétitivité et les règles en matière d'échange. Si on s'en remettait aux États membres, je peux vous garantir qu'ils ne résisteraient pas à la pression des grandes entreprises ou de grands pouvoirs extérieurs, de grandes puissances extérieures. Il nous faut aussi créer un marché de l'emploi européen. Faire en sorte que les gens puissent travailler ailleurs aussi facilement qu'ils peuvent le faire chez eux. Et puis la croissance verte est importante. Il faut être plus efficace en matière de gestion et d'utilisation des ressources. Et puis surtout se montrer plus ambitieux en matière d'éducation, de recherche, d'innovation et de science. L'Europe est un leader en matière d'aéronautique, de voitures, de produits pharmaceutiques, d'ingénierie, avec des parts de marché de près d'un tiers parfois. La productivité industrielle a augmenté de 35% ces quelques décennies, malgré le ralentissement. Un grand nombre d'emplois dépendent de l'industrie. Chaque année, des start-up créent plus de 4 millions d'emplois en Europe. Et nous devons capitaliser sur ces données pour investir dans une nouvelle politique industrielle et créer un environnement qui permette le déploiement de l'esprit d'entreprise et qui aide les PME. Et donc, les décisions doivent être prises beaucoup plus simples. Il faut que nous soyons plus intéressants pour les investisseurs. Une meilleure fiscalité sera profitable pour tout le monde. Et puis, une politique commerciale doit être lancée en ouvrant, en défrichant de nouveaux marchés. Voilà le potentiel l'Europe. C'est une mine qui n'est pas encore totalement exploitée. Et il faut
également reprendre le traité en matière de croissance adopté par le Conseil. Et puis on pourrait aller plus loin tout en étant réaliste grâce à un budget pour l'investissement, pour la croissance et la réforme. Soyons parfaitement clairs là-dessus. Le budget de l'Union européenne est l'instrument qui doit servir pour les investissements et pour la croissance européenne. La Commission, ainsi que ce Parlement, la Commission et ce Parlement, toutes les forces pro-européennes doivent se fédéraliser, doivent se mutualiser, puisque la plupart de ces pays qui sont pour cette Europe doivent défendre le cadre financier pluriannuel d'ici 2020. Nous avons proposé également un système de ressources propres. Et cela permettra aussi de relancer l'économie de ces pays, de leurs régions, de leurs chercheurs, leurs étudiants, leurs jeunes qui recherchent des emplois et les PME en profiteront. C'est un budget en faveur de la croissance, c'est un budget en faveur de la cohésion économique, sociale et territoriale entre les États membres et même dans les États membres eux-mêmes. C'est un budget qui permettra de parachever le marché intérieur en comblant des fossés sur le plan de l'énergie, des transports et des télécoms grâce à Connecting Europe. C'est un budget en faveur de l'agriculture, une agriculture qui puisse assurer la sécurité alimentaire avec le développement rural durable. C'est un budget qui permettra d'avoir également une Europe en matière de recherche grâce à Horizon 2020. Nous avons besoin justement de cette composante européenne pour la recherche. Alors maintenant, notre crédibilité est en jeu pour la plupart de nos États membres. Je tiens à voir si les mêmes États membres qui se gargarisent sur la nécessité d'investir pour la croissance et le développement voteront en faveur de ce budget pour la croissance en Europe. J'attends de voir quelle sera leur réaction. Ce budget est un budget qui est l'instrument pour l'Europe 2020. Cette stratégie de croissance dont nous avons besoin plus encore que par le passé. L'Europe 2020 et la manière de moderniser, surtout de préserver l'économie sociale de marché européenne. Mesdames et messieurs, notre agenda de réforme appelle un effort considérable et ça ne marchera qu'à condition que ce soit à la fois juste et équitable. L'inégalité n'est tout simplement pas acceptable. Dans certaines régions, nous voyons vraiment des situations d'urgence sociale, l'appauvrissement, le chômage notamment qui touche les jeunes. Voilà pourquoi nous devons renforcer cette cohésion sociale. C'est l'avenir qui permettra de distinguer le modèle européen d'autres modèles alternatifs. Certains nous disent qu'en raison de la crise, le modèle social européen est mort. Je ne suis pas d'accord avec cela. Il est vrai qu'il faut réformer nos économies, moderniser notre système de protection sociale, c'est vrai. Mais un système de protection sociale qui aide ceux qui sont dans le besoin n'est pas un obstacle à la prospérité. C'est bien au contraire un élément indispensable pour relancer cette prospérité. Et ce sont précisément les pays qui ont les systèmes de protection sociaux les plus efficaces et qui ont les systèmes de partenariats sociaux les plus efficaces qui réussissent et qui sont les modèles économiques les plus compétitifs sur le plan mondial. L'équité, la justice, ça veut dire aider les jeunes, leur donner une chance. Nous faisons déjà énormément de choses pour eux. Avant la fin de l'année, la Commission va utiliser des mesures qui permettront de mettre en place un système de garantie pour les jeunes, pour permettre une meilleure formation professionnelle. Justesse et égalité veut dire aussi créer des systèmes fiscaux plus justes. Arrêter la fraude fiscale, l'évasion fiscale, ça pourrait permettre de verser des milliards dans le budget européen. Voilà pourquoi la Commission se battra pour un accord sur la directive économie fiscale et aura des mandats pour permettre de négocier des accords fiscaux avec des pays tiers. Et ce sera une source de recettes fiscales supplémentaires. Et la Commission se battra pour un système de transactions financières qui soit efficace, qui permettra au secteur financier de verser également de l'argent et non pas simplement l'inverse. Il est clair aujourd'hui qu'un accord ne peut se faire que par une coopération renforcée. La Commission fera de son mieux pour que les choses puissent bouger rapidement et de manière efficace avec les États membres qui sont désireux de le faire. Parce qu'il s'agit d'équité, il s'agit de justice. Et c'est une condition sine qua non
pour que les réformes économiques puissent se faire et qu'elles soient acceptables sur le plan social et sur le plan politique. L'équité est tout simplement une question de justice sociale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, face à cette crise, des décisions importantes ont été prises dans l'Union européenne. Des réformes, des mesures de consolidation sont aujourd'hui mises en œuvre. Des systèmes sont mis en place et nous avons toujours montré que nous étions favorables à l'euro, que nous voulions le défendre bec et ongle. La Commission sait que dans les États membres qui mettent en place ces réformes, il y a aujourd'hui la misère, des difficultés, il y a parfois des systèmes d'adaptation particulièrement douloureux. Mais ce n'est que grâce à ces réformes que nous pourrons avoir un avenir plus rose. Ces réformes auraient dû être faites depuis très longtemps. Revenir au statu quo est impossible. La Commission continue de faire de son mieux pour aider les États membres à relancer la croissance et l'emploi grâce au reprogrammage des fonds structurels. Je vais dire deux mots d'ailleurs à propos de la Grèce, puisque je pense que nous avons la possibilité cet automne d'en arriver à la croisée des chemins. Si la Grèce fait table rase de tous les doutes concernant sa volonté de réformer, mais si les autres pays également montrent la détermination nécessaire pour aider la Grèce, nous y arriverons à ce moment-là. Si la Grèce respecte ses engagements, elle pourra rester membre de cette famille européenne. Assurer la sécurité de la zone euro est aussi un défi essentiel. C'est la responsabilité conjointe des États membres et des institutions de l'Union européenne. La Banque centrale européenne ne peut pas et ne financera pas d'ailleurs les gouvernements. Mais lorsque les politiques, lorsque les canaux monétaires ne fonctionnent pas, la Commission estime que c'est dans le cadre de la BCE, dans le mandat de la BCE, de prendre les mesures nécessaires sur les marchés secondaires, par exemple, pour intervenir sur la dette souveraine. Et d'ailleurs, la BCE a le droit, mais surtout le devoir, de rétablir l'intégrité de toute politique monétaire. Bien sûr, c'est la BCE qui est une institution indépendante, c'est à elle de déterminer quelles sont les mesures à prendre et dans quelles conditions. Mais tous les acteurs, et j'entends par là absolument tous les acteurs, devraient respecter l'indépendance de la BCE. Mesdames et messieurs, j'ai longuement parlé de mesures économiques qui devront être mises en œuvre de manière urgente. Elles sont indispensables, mais ça ne suffira pas. Nous devons aller plus loin. Nous devons achever l'union économique et monétaire. Nous devons créer une union bancaire, une union budgétaire et les institutions et les mécanismes y afférents. Aujourd'hui, la Commission présente des propositions législatives pour un mécanisme de supervision unique pour la zone euro. Et c'est vraiment quelque chose qui va nous amener vers l'union bancaire. Cette crise a démontré que lorsque les banques deviennent transnationales, les règles, la surveillance, elles, restent nationales. Et lorsque les choses ont dysfonctionné, ce sont les contribuables qui ont été priés de passer à la caisse. Les dispositions pour les banques parlent de dispositions, mais la coordination n'est plus suffisante. Il faut des décisions de supervision communes dans la zone euro en particulier. Le mécanisme de supervision unique proposé aujourd'hui permettra une architecture renforcée avec la Banque centrale européenne qui aura un rôle beaucoup plus important et les autorités bancaires permettront ainsi de rétablir la confiance en matière de supervision. Cette supervision s'appliquera à toutes les banques européennes. Cette supervision doit pouvoir fouiller partout parce que les risques systématiques se cachent un peu partout et pas simplement dans les banques importantes sur le plan systémique. Le tout dans un système qui permet d'engager bien sûr les superviseurs nationaux. Ce paquet prévoit deux pactes, l'un pour la BCE et l'autre pour le BA. Et les deux vont de pair. Le Parlement aura un rôle important à jouer au moment de l'adoption de ces nouveaux mécanismes. Et ensuite, dans la supervision démocratique de l'application. C'est un pas vers l'union bancaire que je vous ai proposé au mois de juin. Mettre en place cette supervision européenne est une priorité essentielle aujourd'hui, puisque c'est la condition sine qua non pour une meilleure gestion de la crise bancaire. Et en particulier, parallèle, la Commission continue de travailler sur la réforme du secteur bancaire de manière à ce que ce dernier joue son rôle et finance l'économie réelle. Et donc améliorer notamment le financement à long terme pour les PME,
des règles en matière de référence et d'indices, de manière à ce que nous ne voyons pas une fois encore manipuler les taux d'intérêt bancaires qui toucheront les entreprises et les détenteurs d'hypothèques. Ça veut dire une législation pour faire en sorte que les banques permettent de faire des prêts à de bonnes conditions aux consommateurs et qu'on puisse également éviter les risques inhérents dans les activités bancaires. Et le rôle de ce Parlement dans tout cela est essentiel. La Commission tente de travailler en étroite collaboration avec le Parlement, bien entendu. Et puis s'ajoute à cela un deuxième élément pour cette union économique, c'est cette volonté d'aller vers une union budgétaire. Les arguments sont clairs, les décisions économiques d'un État membre ont un impact sur son voisin. Et donc il nous faut une coordination politique de politique économique plus forte. Il faut un cadre pour les décisions fondamentales de chaque pays pour éviter des déséquilibres. Beaucoup de choses ont déjà été faites par le six-pack en particulier et par les recommandations spécifiques pour les pays. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour mettre en place les conditions avec des encouragements spécifiques, faire en sorte que l'union économique et monétaire soit enfin rendue durable. Et puis les résultats, pour qu'ils soient durables, doivent mettre en place une gouvernance avec une capacité budgétaire crédible. Nous n'avons pas besoin de séparer les institutions, surtout de créer de nouvelles institutions pour cela. C'est même l'inverse qui est vrai. Pour que ce système marche, la meilleure façon, c'est de travailler grâce aux mécanismes, grâce aux institutions existantes. La Commission, qui est une autorité indépendante, qui est contrôlée par le Parlement européen, qui est la représentation parlementaire, suffisent. Et c'est dans ce cadre-là qu'au fil du temps, des mesures permettant une mutualisation de la dette, des garanties, pourront se mettre en place petit à petit. La réforme économique, couplée à une union économique et monétaire, sont les deux moteurs qui doivent nous permettre de relancer la machine européenne. La Commission présentera un document pour une union économique et monétaire en profondeur avant l'automne. Et ce brouillon sera présenté devant le Parlement européen, puisque tout ça doit être discuté, bien sûr, avec les représentants des populations européennes. En même temps, lors du Conseil de décembre, nous allons préparer un texte que le président de la Banque centrale européenne, que la Commission et que le Conseil devront présenter. Ce document présentera les objectifs et des objectifs surtout législatifs qui permettront de mettre en œuvre cette coordination politique, la capacité budgétaire et les systèmes d'amortissement de la dette. Comme c'est le cas de cet endettement, ça permettra aussi de voir quels sont les changements nécessaires pour le traité, puisque certains changements appellent des changements du traité. Nous présenterons donc un document sur ce qu'il faudra faire, non pas au cours des prochaines semaines, des prochains mois, mais ce qu'il conviendra de faire au cours des prochaines années. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, enfin, cette crédibilité, la durabilité de l'Union économique et monétaire, cette crédibilité de l'euro, dépendront des institutions et de la construction politique qui la sous-tend. Voilà pourquoi l'Union économique et monétaire pose la question d'une union politique. C'est la démocratie européenne, bien sûr, qui doit l'irriguer. Si nous voulons que l'Union économique et monétaire fonctionne, nous devons également combiner l'ambition et des mesures concrètes. Des mesures concrètes doivent être prises maintenant, mais avec l'union politique comme étant l'horizon politique. J'aimerais que les questions européennes puissent être discutées dans un espace européen, avec un éclairage européen. On ne peut pas régler les problèmes européens avec des solutions nationales. Ce débat doit intervenir dans toutes nos sociétés, auprès de l'opinion publique. Mais aujourd'hui, je lance un appel vibrant aux hommes et aux femmes de culture. Participer à ce débat sur l'avenir de l'Europe. Nous avons besoin de vous. Et je lance également cet appel à vous, mesdames et messieurs. Voilà où se déroule la démocratie européenne. Nous devons renforcer le rôle du Parlement européen au niveau européen et nous devons assurer une complémentarité entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Ça ne peut pas se faire sans renforcer les partis politiques européens. Et très souvent, il y a un manque de connexion entre les partis politiques dans les capitales et les partis politiques ici au Parlement européen à Strasbourg. Voilà pourquoi nous devons reconnaître que ce débat politique, trop souvent,
est présenté comme s'il s'agissait de partis nationaux. Même dans les élections européennes, on ne voit pas les noms des partis politiques européens au moment de mettre notre bulletin dans le scrutin. On voit simplement un débat entre partis politiques nationaux. Et donc il faut un statut pour les partis politiques européens. La Commission a adopté aujourd'hui une proposition qui va dans ce sens et j'ai le grand plaisir de vous l'annoncer. Il faut également renforcer ce débat pan-européen et les partis politiques européens pourraient présenter leurs candidats au poste de la Commission européenne pour les élections 2014. Et on peut le faire sans changer le traité. Et ce sera, me semble-t-il, un pas décisif pour permettre un choix européen qu'offrent ces élections. Ce sera quelque chose d'encore plus manifeste. Je lance donc un appel aux partis politiques de s'engager dans cette voie et d'européaniser en quelque sorte ces élections européennes davantage encore. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, une union politique et économique européenne fait qu'il faut se concentrer sur les questions importantes. Il faut traiter ces affaires au niveau européen. Maintenant, soyons complètement honnêtes, tout ne peut pas être fait au même moment, tout n'est pas prioritaire, nous devons hiérarchiser ces priorités. Et là, une forme d'autocritique est tout à fait indispensable. Une véritable intégration, c'est voir une nouvelle vision sur le niveau d'action le plus approprié. La subsidiarité est un concept démocratique très important qui doit être pratiqué sur le terrain. Cette union politique veut dire aussi que nous devons renforcer les fondations sur lesquelles repose notre union. Le respect de ses valeurs fondamentales, l'état de droit, la démocratie en sont les piliers. Ces derniers mois, nous avons vu des menaces contre le tissu économique et démocratique dans certains États membres européens. Le Parlement européen et la Commission ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme et à jouer un rôle décisif pour faire en sorte que ces évolutions soient encadrées, soient étouffées. Mais dans ce genre de situation, nous avons vu que nos dispositions institutionnelles ont des limites. Il faut une meilleure batterie d'instruments et pas simplement des alternatives entre la persuasion politique, le soft power, et l'article 7 qui est en fait la bombe atomique d'une certaine manière. Notre engagement en faveur de l'état de droit nous amène à penser qu'il faut également un procureur européen, comme le prévoient d'ailleurs les traités. Et c'est une proposition que nous ferons sous peu. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, une union politique veut dire aussi jouer notre rôle global. Partager la souveraineté, ça veut dire être plus souverain également dans un monde mondialisé. La taille est très importante aujourd'hui et ce sont les valeurs qui font la différence. Voilà pourquoi le message européen doit être un message de liberté, de démocratie, d'état de droit, de solidarité, bref, les valeurs qui sous-tendent l'Union européenne. Plus que par le passé encore, les citoyens ont besoin d'un nouvel ordre mondial et nous avons besoin d'une Europe qui soit influente. Pour l'Europe bien sûr, mais aussi pour le restant du monde, il est important que l'Europe soit influente et qu'elle respecte ses valeurs, qu'elle les défende. Les valeurs de l'homme, les droits de l'homme ne sont pas quelque chose d'optionnel, c'est au contraire quelque chose qui doit être universel. La situation épouvantable en Syrie montre que nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'être des spectateurs. Une nouvelle Syrie démocratique doit apparaître. Nous avons la responsabilité conjointe de faire advenir cette Syrie démocratique, et ce dans un ordre mondial où cette coopération doit se façonner. Nous avons besoin d'une Union européenne qui assure son leadership sur le plan de l'assistance humanitaire en particulier, avec des économies ouvertes où nous luttons contre le protectionnisme. Le monde a besoin d'une Europe qui puisse déployer des missions militaires pour tenter de stabiliser des situations dans des crises. Et puis nous devons avoir des capacités européennes et puis également prévoir une défense commune. Nous devons renforcer notre politique de sécurité commune et avoir une approche commune en matière de défense. Ensemble, nous avons le pouvoir et surtout la force pour faire en sorte que l'Europe, que le monde soit un endroit qui respecte la démocratie et les valeurs de l'homme. Mesdames et messieurs, une union économique et monétaire, une union politique avec une politique de défense commune veut dire, in fine, que l'Union européenne d'aujourd'hui doit évoluer.
Et n'ayons pas peur des mots, nous aurons besoin d'aller vers une fédération d'États-nations. C'est ce dont nous avons besoin. Voilà quel doit être notre horizon politique. Voilà ce qui doit nous guider, nous orienter dans les prochaines années. Aujourd'hui, j'appelle à cette fédération des États-nations et non pas un super-État. Une fédération démocratique d'États-nations qui puisse régler les problèmes qui nous sont communs en partageant la souveraineté de manière à ce que chaque pays et que chaque citoyen soit mieux adapté, soit mieux équipé pour maîtriser sa destinée. Il s'agit d'une union avec les États membres et non pas d'une union contre les États membres. À l'ère de la mondialisation, cette souveraineté mutualisée veut dire davantage de pouvoir et non pas moins de pouvoir. Et je le dis à dessein, une fédération d'États-nations, parce que je pense que dans cette période troublée, cette période d'incertitude, ce serait commettre une erreur que de laisser la défense des nations aux nationalistes et aux populistes. J'ai foi dans une Europe où les gens soient fiers de leur pays, mais soient aussi fiers d'être européens et soient fiers de défendre les valeurs européennes. Le fait de créer cette fédération des États-nations appellera à long terme un nouveau traité. Et je ne le dis pas à la légère. Nous sommes tous conscients de la difficulté qu'il y a à faire ces changements de traité. Tout ça doit être bien préparé. Il ne faut pas pour autant que nous accumulions de retard. Nous devons faire ce qui doit être fait maintenant. Une union économique et monétaire renforcée peut commencer dans le cadre des traités actuels, mais ne peut être achevée qu'avec des changements dans les traités. Donc commençons dès maintenant, mais fixons-nous cette espèce d'horizon et ne l'oublions pas dans notre champ de vision. Nous devons commencer ces changements des traités, identifier les politiques dont nous avons besoin, identifier les instruments dont nous avons besoin. Ensuite, pourrons-nous voir quels sont les changements à effectuer. Et puis ensuite, il doit y avoir un débat en Europe tout entière, un débat avant qu'ait lieu une convention et une CIG. Un débat qui est une véritable dimension européenne. L'époque du consensus implicite de la part des citoyens et appartient au passé. L'Europe ne peut pas être technocratique ou diplomatique, elle doit être surtout démocratique. Et le rôle du Parlement européen dans cette affaire est tout à fait essentiel. Voilà pourquoi les élections européennes en 2014 peuvent jouer un rôle décisif. Avant les prochaines élections parlementaires en 2014, la Commission se propose de présenter une esquisse pour présenter l'avenir de l'Union européenne. Et nous présenterons des idées explicites pour des changements de traité à temps pour qu'ait lieu un débat réellement européen. Nous fixerons des objectifs, la manière dont les institutions pourront être plus ouvertes, plus démocratiques, les instruments pour la rendre plus efficace et également d'en faire un modèle pour les populations européennes. Je crois que nous avons besoin d'un réel débat et en démocratie, la meilleure manière de débattre, c'est de préparer les élections et ensuite de voir le verdict des urnes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas simplement un débat pour la zone euro en l'état actuel des choses. Donc soyons parfaitement clairs, en Europe, nous n'avons pas besoin de murs qui nous divisent les uns les autres, qui nous séparent les uns des autres. L'Union européenne est plus forte ensemble en préservant l'intégrité de son marché unique et ses institutions. L'Europe est beaucoup plus forte. Personne ne sera contraint de nous suivre. Personne ne sera contraint de rester dehors non plus. Mais la vitesse ne sera pas déterminée par l'acteur le plus lent. Voilà pourquoi nous allons faire des propositions sur la base des institutions existantes, sur la méthode communautaire. Il y a une seule Union européenne, une Commission européenne, un seul Parlement européen, soyons clairs là-dessus. Davantage de démocratie, davantage de transparence et de responsabilité ne peut pas être le fait d'une prolifération d'institutions qui rendrait l'Union européenne totalement illisible, moins cohérente et totalement entravée dans ses actions. Mesdames et messieurs, voilà les décisions qu'il conviendra de prendre au fil du temps. Voilà pourquoi je pense que nous avons besoin d'un débat avec les citoyens européens pour frayer la voie du futur, pour voir aussi quelles seraient les conséquences de cette fragmentation, car ce qu'il arrive parfois, c'est que par certaines conséquences, il pourrait se produire cette espèce de fragmentation dont nous ne voulons pas.
mais aussi voir ce que nous pourrions faire si nos leaders évitaient une espèce de provincialisme, de cloche-merlesque national. Nous devons utiliser ces élections de 2014 pour ne pas permettre aux populistes de fixer un agenda négatif. Tous ceux qui sont européens doivent se lever, doivent prendre des initiatives dans ce débat. Car ce qui serait plus dangereux encore que le scepticisme des anti-européens, c'est l'indifférence ou le pessimisme des pro-européens. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, pour résumer, nous avons besoin donc d'un accord pour achever l'Union économique et monétaire avec un engagement politique. Ce cadencement est clair. Nous devons commencer par tout faire pour stabiliser l'Europe, accélérer la croissance dans l'Union européenne dans sa globalité. La Commission va présenter les propositions nécessaires, comme nous commençons à le faire aujourd'hui avec ce superviseur unique, pour créer cette union bancaire ensuite qui soit en adéquation avec les dispositions du traité. D'autre part, nous allons vous présenter un projet sur une union économique avec les instruments politiques renforcés. Et nous le ferons d'ici l'automne. Nous vous présenterons d'autres propositions dans le cadre du traité actuel. Et là où il n'est plus possible d'avancer dans le cadre du traité actuel, nous allons vous faire des propositions concrètes pour les changements des traités nécessaires avant les prochaines élections de 2014, avec notamment des éléments permettant de renforcer la démocratie et la responsabilité. Voilà quel est notre projet. C'est un projet qui se fait de manière graduelle, mais avec une ambition forte pour l'avenir, avec une fédération qui doit être l'horizon européen. Je suis certain que vous allez me dire c'est trop ambitieux, que ça n'est pas réaliste. Mais je vous pose la question suivante. Est-il réaliste de continuer sur notre lancée actuelle? Est-ce qu'il est réaliste d'accepter ce que nous voyons aujourd'hui se produire dans certains pays? Est-il réaliste de voir des contribuables payer la facture des banques et ensuite être contraints de rendre aux banques les maisons parce qu'elles ne peuvent plus leur rembourser les hypothèques? Plus de 40-50% de nos jeunes aujourd'hui sont au chômage. Est-ce que c'est réaliste ça? Est-il réaliste de continuer de bricoler chacun dans son coin, d'accumuler les erreurs sans donner des réponses convaincantes? Est-il réaliste de penser que nous puissions rétablir la confiance auprès des marchés alors que parfois nous montrons que nous ne nous faisons pas confiance les uns les autres? Pour moi, c'est cette réalité qui est irréaliste tout simplement. C'est cette réalité, cet état de fait qui ne peut pas perdurer. La manière réaliste d'avancer, c'est celle qui nous rend plus forts, plus unis. Le réalisme, c'est peut-être de mettre notre ambition à la hauteur des défis. Le réalisme, c'est de dire à nos jeunes qu'il y a des lueurs d'espoir à condition que nous resserrions les rangs et que, en fait, nous penchions en faveur de l'espoir. Nous devrions être honorés, heureux d'être européens, malgré nos problèmes d'aujourd'hui. Nos sociétés sont parmi les plus humaines, parmi les plus libres à travers le monde. Nous n'avons pas à nous excuser de notre économie sociale de marché, de nos valeurs, de notre démocratie. Pourquoi nous en excuser? Avec des niveaux de cohésion sociaux importants, avec le respect des droits de l'homme, de la dignité humaine, l'égalité entre les hommes et les femmes, avec le respect pour notre environnement, et bien grâce à cela, ces sociétés européennes, malgré ces difficultés, ces sociétés européennes sont parmi les sociétés les plus décentes dans l'histoire de l'humanité. Et je crois que nous ne pouvons qu'en être fiers. Dans nos pays, mesdames et messieurs, on ne va pas en prison parce qu'on critique le gouvernement. Dans nos pays, les gens sont libres, sont fiers de cette liberté. Et les gens comprennent ce que cela veut dire que de vivre dans un environnement de liberté. Dans nos pays, notamment les plus récents, on se souvient fort bien de ce que voulait dire le totalitarisme et la dictature. Les générations précédentes ont surmonté des défis beaucoup plus importants. C'est à notre génération de montrer que nous sommes à la hauteur de la tâche. Le moment est à présent venu pour tous les Européens de laisser de côté les habitudes et au contraire de s'engager dans des voies
dans des voies nouvelles. L'Union européenne a été créée pour garantir la paix. Aujourd'hui, ça veut dire faire de l'Union européenne une union qui soit à la hauteur des défis de la mondialisation. Voilà pourquoi nous avons besoin d'une nouvelle vision du monde, des accords européens. Voilà pourquoi nous devons nous orienter aux valeurs qui sont au cœur même de cette Union européenne. Je pense que l'Europe a une âme, et cette âme peut nous donner la détermination et la volonté de faire ce que nous devons faire. Comptez sur la Commission européenne, je compte sur vous, Parlement européen, car ensemble, nos deux institutions communautaires permettront de façonner une Europe plus forte, une union des citoyens pour aborder l'avenir de l'Europe, mais aussi l'avenir du monde. Merci de m'avoir écouté. Vous venez d'écouter José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne qui s'exprimait au Parlement européen de Strasbourg. Discours sur fond de crise européenne alors que tombe aujourd'hui la décision des juges allemands qui doivent valider ou pas le mécanisme européen de sauvetage. On en reparle dans nos éditions à venir sur les chaînes parlementaires. Bonne journée à tous. Les Français appelés à faire des efforts. Y a-t-il une issue européenne à la crise internationale? La France est-elle écoutée? Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, est l'invité de Questions d'Info cette semaine. Questions d'Info, en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info, c'est ce soir à 19h30. Comment ça va la forme, victoire de la France hier, super. Je peux dire. Tu es là pour les Russes? Et mon pote, c'est bientôt là, hein. On va être en retard. Non, je sais pas. Les femmes, on continue à s'asseoir dessus ou on change pour de bon? Tout à fait. Allons-y. Rejoignez le laboratoire de l'égalité. Tout savoir sur les programmes, voir ou revoir les émissions, réagir au débat et participer au forum, aller plus loin au cœur de l'info politique et parlementaire, lcpan.fr, ensemble pour voir la politique en grand. LCP Assemblée nationale, en partenariat avec le Crédit social des fonctionnaires, l'alternative crédit assurance épargne pour tous les agents du service public, vous présente Zaptic, le zapping de la semaine politique. Bientôt 4 mois qu'il est président et sa cote de popularité est en chute libre. Pour François Hollande, l'été rose est bel et bien terminé. On se demandait ce que François Hollande avait fait pendant ses vacances. On a compris, il a préparé un discours. Donc il y a un discours de rentrée pour qu'on sache que François Hollande est bien rentré. Mon devoir, c'est de dire la vérité aux Français. Nous sommes devant une crise d'une gravité exceptionnelle. 3 millions de chômeurs. Une barre symbolique qui inquiète la classe politique, en premier lieu Jean-Marc Ayrault. La situation est extrêmement préoccupante. Est-ce que ça va augmenter encore beaucoup? Oui, ça va encore augmenter. Ne dramatisons pas. Bon, il n'empêche qu'ils se bougent, nos dirigeants, Olivier. Oui, oui, ils se bougent bien. Ils se bougent beaucoup. Oui, ils se bougent. C'est la danse de Saint-Guy, mais ça sert pas à grand-chose. Hollande en terrain miné pour le Parisien aujourd'hui en France. Hollande, secoue-toi, il y a le feu. Le premier conseil des ministres mercredi dernier était d'ailleurs consacré à l'emploi avec une première mesure annoncée, les emplois d'avenir. 100 000 emplois pour les jeunes sans qualification, 4 fois plus d'ici la fin du quinquennat. La seule réponse sur l'emploi, c'est de créer 150 000 emplois jeunes sur fonds publics qui, en réalité, comme sous Martine Aubry, ne répondra absolument pas au cœur du problème, c'est la création d'emplois dans les entreprises. Devront suivre les contrats de génération, 500 000 contrats en 5 ans. L'idée, c'est, vous le savez, de coupler l'embauche d'un jeune en CDI en échange du maintien dans l'entreprise d'un senior.
À chaque contrat signé, eh bien, l'entreprise va toucher une aide de 4 000 € par an. En fait, c'est 2 000 € pour le jeune embauché. Cette aide, elle dure 3 ans. Et 2 000 € pour le senior. Et cette aide, eh bien, elle va durer jusqu'à la retraite. En clair, pas question de sacrifier le social au détriment d'une politique de rigueur. Je ne veux pas être le Premier ministre d'un tournant de l'austérité parce que la politique que nous aurions engagée au début du quinquennat aurait été un échec. Les plans de licenciement se multiplient, Peugeot, Doux, Air France. Monsieur Hérault, la situation économique est catastrophique. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour arrêter ça? Il y a des réformes qui sont en cours, elles sont lentes à mettre en place, mais nous avons 5 ans pour y arriver. Soyez patients et faites confiance au gouvernement, vous verrez que... Vous avez déjà changé d'avis? Faites-vous plaisir, on peut y aller, il faut essayer de viser, voilà. En tout cas, vous prenez n'importe quel journal ou hebdomadaire cette semaine, Le Point, On se réveille, fini de rire, L'Express, les cocus de François Hollande, et cette semaine, si Sarkozy avait eu raison. Prévision de croissance revue à la baisse par l'OCDE, nous serions à 0,1% pour cette année, alors que l'organisation prévoyait 0,6% de hausse pour 2013. Ce serait moins bien que les 1,2% qui sont visés, on le rappelle, par le gouvernement. Sont-ils si nuls, évidemment? Vous avez vu le parallèle, la même couverture que celle du Point en 2010 contre Nicolas Sarkozy. En termes de compétitivité, nous perdons 3 places pour nous retrouver tout simplement en 21e position. On sent l'affolement. La rentrée parlementaire, un seul exemple, devait avoir lieu le 2 octobre. On nous dit non, c'est avancé au 10 septembre parce qu'on va faire plein de choses. Oui, on se réunit 2 jours et on repart en vacances et on revient le 25 septembre. Donc tout ça est complètement improvisé. On sent l'affolement d'un gouvernement qui est dépassé. Alors sur la dette, action ou vérité? Vérité. La dette ne va jamais arrêter de se creuser. Sur le pouvoir d'achat, action ou vérité? Vérité. Le pouvoir d'achat va s'effondrer, les Français sont mal. Vous avez vu, j'ai tout bon, hein. Une dernière, je suis imbattable à ce jeu. Bon alors, plus personnel maintenant. Vous n'êtes pas un peu regrossi, non? Je choisis action. Action. Réconcilier Ségolène Royal et Valérie Trierweiler. Vérité, j'ai repris 15 kilos en un mois. Alors, Gevrey-Chambertin, tout le monde aime Gevrey-Chambertin, c'est un Chinois qui l'a racheté. Mais bien sûr vous allez vous installer autour de Gevrey-Chambertin avec les troupes du Front National en disant « Halte là les Chinois !» Écoutez. Moi je veux bien que vous me jouiez la partition du fatalisme. C'est ce que nous dit d'ailleurs les gouvernements. Les gouvernements, ça fait 40 ans qu'on tombe. Les indicateurs sont tous de plus en plus mauvais. Pas tout le million de Gevrey-Chambertin, mais c'est normal ou non, mais c'est normal dans l'économie telle qu'elle est. En même temps, évidemment, ça fait un peu saigner mon cœur. Vous avez déjà eu des appels du pied? Oui, bien sûr. De personnalités de l'UMP qui souhaitent vous rejoindre. Ah, de personnalités, pas au niveau de militants. Bien sûr, de militants et puis de cadres et même d'élus. Il faut quand même être. Vous incorporez. Écoutez, vous savez très bien. Votre nouvelle directrice de cabinet, qui fut une proche d'Henri Guénaud. Dans quoi? Je l'incorpore dans quoi? Justement, dans ces déçus de l'UMP qui pourraient vous rejoindre. Il y a la marraine de votre fils, Charlotte Soula, qui a été nommée hier directrice de cabinet de Marine Le Pen. Est-ce que ça vous gêne? Excusez-moi, cette mention de marraine n'a rien à faire dans cette émission. C'est une information. Elle a été nommée hier. Oui, mais je le sais, c'est partout. Mais c'est une affaire. C'est du Front National que nous avons reçu. Dans le communiqué, il y a écrit que c'est ma marraine? Non, simplement. C'est la marraine de mon fils. Bon, donc c'est une affaire privée. On assiste à l'explication de l'impuissance et en même temps à une cacophonie gouvernementale tout à fait stupéfiante. Je crois que Jean-Marc Ayrault est non seulement dépassé par la gravité de la crise économique et sociale, mais il est aussi complètement dépassé par les bisbilles et les couacs au sein de son gouvernement. Arnaud Montebourg veut se défendre de tout conflit d'intérêts. Il n'a rien à voir avec la nomination de Mathieu Pigasse, chargé d'accompagner la création de la future banque publique d'investissement. Propriétaire de l'hebdomadaire Les Inrecuptibles. Il y a quelques semaines, il a nommé Audrey Pulvar, la compagne d'Arnaud Montebourg, à la direction du magazine. C'est pas moi qui l'ai pris, c'est M. Moscovici. Vous devriez lui demander pourquoi il a choisi la Banque Lazare, vous savez. D'autant que la banque publique d'investissement, je trouve qu'elle ne peut pas être réalisée par des banquiers. Parce que faire une banque qui ressemblerait à d'autres banques, c'est vraiment pas ce qu'on cherche à faire. Il n'est pas tendre avec vous là-dessus.
ne fait pas preuve d'une grande solidarité gouvernementale. Je vais être moi très solidaire. Je veux une école qui soit capable, entre tous les enfants de France, de rassembler autour d'un certain nombre de valeurs que nous connaissons d'ailleurs. Hein. C'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la justice. Et donc tout cela, ça s'apprend. C'est les cours de morale laïque républicaine. Je pense qu'il faut utiliser l'expression jusqu'au bout. Oui, mais de quoi il s'agit. Et oui, c'est tout à fait bienvenu et normal. Il n'y a pas besoin de rajouter des cours de morale. C'est uniquement une annonce politicienne sur laquelle il espère focaliser l'attention des parents qui vont dire ah bah oui, face aux problèmes d'incivilité, aux problèmes de sécurité, on va remettre de la morale, ça va tout régler. J'ai lu avec attention l'interview de Vincent Payon. Je constate que mot pour mot, ce sont les propos d'une déclaration, d'un appel du 25 juin 1940 du maréchal Pétain. Alors naturellement, j'y vois une maladresse fâcheuse. Je ne savais pas que M. Châtel faisait partie de ces belles âmes qui voient du Pétain ou du Hitler partout. Il faut arrêter avec ça. Enfin, je veux dire, il faut arrêter vraiment avec ça. Laissons ça à quelques associations subventionnées qui le font très bien. Nous avons à restaurer la France, c'est à un redressement intellectuel et moral que je vous convie. Voilà les mots dont parle Luc Châtel, prononcés au lendemain de la signature de l'armistice avec l'Allemagne. Une polémique politicienne, car sur le fond, les deux hommes sont d'accord sur la question de la morale à l'école. Luc Châtel rappelle même qu'il en a été l'un des initiateurs. Quand je vois la réflexion de Luc Châtel, je me dis qu'il faudrait même instaurer une formation continue de morale laïque et de respect. Payon n'est pas Pétain, évidemment. Payon se prend pour Ferry, par contre. Jules, il a un peu cette tendance un peu étonnante à se prendre un peu pour Jules Pas Luc Ferry, vous n'avez pas... Pas Luc Ferry, non. Un jour peut-être, quand il aura fait beaucoup de progrès. Il ne faut pas croire ce qu'on lit partout. C'est pas vrai. Et surtout pas les fables. Et surtout pas les fables. Il a de l'autorité, le Premier ministre a de l'autorité, le Premier ministre coordonne l'action de son gouvernement et chacun des ministres est au travail. États-Unis, un nouveau candidat à la présidentielle descend de son bus de campagne à Charlotte où se tient la convention démocrate. C'est le premier candidat à zombie. Son programme, l'égalité des chances pour tous et surtout pour les zombies, injustement oubliés. Pour démontrer son dynamisme, il fera même un tour en tant que passager dans une voiture de course sur le circuit de la ville. Une blague, bien sûr, mais qui caricature tout l'éthique et usage de la campagne présidentielle. Je veux remercier Christian. Le soutien de François ne m'a jamais fait défaut. Il a été un ministre de l'Industrie extrêmement engagé. Un Premier ministre exemplaire. Christian, c'est le maire de la 5e ville de France. Nous avons toujours travaillé dans une confiance absolue. C'est un élu de terrain sur lequel je compte beaucoup. Je suis venu vous parler de la France. Je suis venu parler de la France. Français, non par le sang reçu. Moi-même, français au sang mêlé. C'est mot qui m'a changé. Parce que les épreuves de la vie m'ont changé. Et tant pis si ça fait pas plaisir à Saint-Germain-des-Prés. Les Tartuffes, qui habitent boulevard Saint-Germain. Et vous vous reconnaissez pas, Monsieur Guénaud, dans ce que portent les autres? Ça va être quoi votre singularité? Eh bien, si je me reconnaissais, je ne serais pas candidat. J'y ai mûrement réfléchi, j'ai beaucoup pensé à cette question. Non, je ne me reconnais pas. S'il n'y a que 2 candidats qui ont le droit de se présenter, ce sera un déni de démocratie. Voilà, c'est la faute de personne aujourd'hui, ce système.